Ce matin, c'est Lucie Castet qui donnait sa première interview. Je suis prête, nous sommes prêts, dit-elle. Voilà donc les premiers mots de Lucie Castet. C'est elle qui a été proposée par le nouveau Front Populaire. Un nom révélé juste avant l'interview d'Emmanuel Macron. Un nom en fin de semaine après les résultats des législatives. Mais elle ne sera pas nommée Première ministre, en tout cas pas dans l'immédiat. Le chef de l'État veut donc se donner du temps à l'approche des JO. Alors quels sont ces premiers mots de Lucie Castet? Que dit-elle au chef de l'État qui ne l'a pas nommé hier soir? Écoutez-la donc, c'était sur France Inter. Le moment est grave, mais je pense qu'un espoir est levé. Je suis prête, nous sommes prêts. Je demande maintenant au président de la République de prendre ses responsabilités et de me nommer Premier ministre. Nous croyons vraiment qu'il est temps de prendre ses responsabilités, que le moment est grave et qu'on ne peut pas ajourner ce type de décision. Oui. Et nous sommes avec François Calfon. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous, député européen PS Place Publique et membre du bureau national du Parti Socialiste. Une réaction, François Calfon, au fait que, effectivement, Lucie Castet n'a pas été nommée Première ministre par le président hier soir. Alors, entre les deux, il y a simplement considérer sa candidature. Et ce qui était assez fascinant dans l'intervention du président de la République, c'est finalement cette logique qui consiste à dire j'ai perdu 3 fois, mais je suis encore en poste, avec un gouvernement démissionnaire qui apparemment a vocation à durer. Et puis cette manière de renvoyer d'un revers de main, sans même considérer cette candidature issue de la gauche, est un coup de force démocratique. François Mitterrand aurait parlé d'une forme de coup d'État permanent qui finalement est un mépris de nos institutions au regard du fait qu'il n'est plus majoritaire, le président de la République, je vous le dis, il a perdu, et qu'il ne reconnaît pas quelque chose d'important dans nos principes fondamentaux du droit. C'est-à-dire qu'en démocratie, le peuple est souverain et cette souveraineté s'exerce par ses représentants à l'Assemblée nationale. Alors, qu'en est-il de finalement la tentative de M. Macron qu'on voit sous-jacente, c'est-à-dire de composer une majorité avec 2 groupes qui ont perdu, les LR et son groupe politique? Eh bien, c'est un déni politique. D'abord, que je partage pour le coup, c'est le cordon sanitaire à l'endroit du Rassemblement national qui recueille plus de 10 millions de voix. Et puis c'est un déni politique de la victoire relative, moi j'ai pas de langue de bois, du nouveau Front Populaire. Donc c'est assez choquant de voir comment il n'a même pas considéré cette candidature. Ensuite, oui. Oui, vous restez avec nous, François Calfon. Je voudrais également faire parler le plateau. Antoine Obernoff, c'est vrai que le président n'a pas envie de nommer quelqu'un qui n'a pas la majorité. Il veut faire passer des textes, il veut faire passer des réformes. C'est pour ça qu'il attend. C'est ça la démarche. Mais en tout cas, du point de vue du nouveau Front Populaire, ce qui était important, c'était de renverser les récits. Ils étaient en train d'exaspérer tout le monde à force de ne pas trouver de nom, de s'enliser, de s'ensabler dans ces négociations interminables depuis 15 jours. Là, dorénavant, il y a un nom de Première ministre avec Lucie Castet qui oblige le chef de l'État à se positionner, car s'il n'a pas daigné effectivement mentionner le nom de Lucie Castet, il a en tout cas, il n'a plus eu ce prétexte de dire que la gauche était incapable de s'entendre. Il lui faut désormais trouver un nouveau subterfuge qui a été aisément trouvé. C'est celui de l'élection des Jeux Olympiques, bien évidemment. La trêve olympique, c'est très commode. Et puis sur le plus long terme, quand la session parlementaire reprendra à la rentrée, c'est de dire tout simplement que le nouveau Front Populaire ne dispose pas de majorité jusqu'à preuve du contraire. Et de fait, la non-élection au perchoir du candidat unique du nouveau Front Populaire, André Chassaigne, a démontré que le nouveau Front Populaire n'était pas parvenu à réunir une majorité. Donc voilà le nouveau subterfuge du président de la République pour ajourner en toute potentielle nomination d'un Premier ministre de gauche à Matignon, et surtout en termes de bataille de récit, et c'est là qu'il était important pour le Front Populaire de s'entendre sur un nom, sur le fil du rasoir hier soir. Ça permet véritablement de pointer ce qui, aux yeux de la gauche, est un déni de démocratie, un coup de force. Voilà. Alors, en tout cas, son profil, il aurait pu être Macron compatible en 2017. Elle ne se dit d'aucune tendance, mais de gauche, bien sûr, elle a un CV très crédible. Peut-elle tendre la main à la majorité, une coalition avec le camp présidentiel? Est-elle possible pour faire passer des textes? Eh bien, la réponse, elle est claire. On l'écoute. J'ai toujours pris au sérieux les désaccords politiques. Il n'y a pas de coalition possible entre des personnes qui pensent qu'il faut financer davantage les services publics et ceux qui pensent qu'il est urgent de réduire les moyens. Il n'y a pas d'accord possible entre ceux qui veulent que chacun paye sa juste part d'impôts et ceux qui proposent plutôt des allègements d'impôts aux personnes les plus favorisées, etc. Il y a
une chose est claire, une coalition avec le camp présidentiel est impossible du fait de nos désaccords profonds, et je pense que ça n'est pas ce qu'attendent les électeurs qui ont placé, encore une fois, le programme de rupture du nouveau Front populaire en tête des dernières élections. François Calfon, vous êtes d'accord avec ça? On vous a entendu ce week-end sur LCI dire que peut-être il était possible de rompre avec la France insoumise s'il n'y avait pas d'accord, s'il n'y avait pas possibilité d'élargir un peu le programme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors déjà, si j'analyse cette candidature de cette femme que je ne connaissais pas, mais qui a un CV tout à fait adéquat, puisque c'est une énarque issue de la direction du Trésor, donc elle connaît bien les affaires de l'État, je considère que c'est une forme d'assouplissement finalement au sein de l'Alliance du Nouveau Front Populaire, parce qu'elle a un profil bien hybride. Le cardinal de Retz aurait dit on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépenses, c'est-à-dire qu'elle est à la fois en charge des finances à la ville de Paris, énarque, et à la fois elle a ses états de service dans la gauche radicale. J'entends ce qu'elle dit ce matin à France Inter, cela n'empêche pas le fait, là quelque part elle est complètement dans les rails d'une candidature qui convient à tout le monde, dans les éléments de langage qu'elle a déployés à France Inter. Mais le fait de dire je ne vais pas faire de gouvernement de coalition avec les macronistes ne signifie pas, et ça elle en est obligée, elle en serait obligée si elle était nommée Premier ministre, qu'il ne faut pas trouver des majorités parlementaires, parce que je ne trahirai aucun secret à dire que nous n'avons pas de majorité en l'état pour faire passer des textes. Alors exemple, j'ai entendu des centristes, j'ai entendu M. Darmanin, sans doute touché par la grâce de l'onction populaire, n'est-ce pas, que les Français ont des problèmes de pouvoir d'achat. Nous l'avons dit depuis longtemps. Donc il faudra bien qu'il y ait des majorités pour des augmentations de salaire. Nous pensons que ces augmentations de salaire incombent aux entreprises, d'autres pensent qu'elles incombent à l'État par le biais des allègements de cotisations sociales, mais voilà un point qui est soulevé. Il y a évidemment le point de la réforme des retraites qui est soulevé. 90% des Français s'y opposent, et les parlementaires issus du vote des Français sont très majoritairement pour la mise à plat de la réforme des retraites. Vous voyez, j'en passe et des meilleurs. Toute l'alchimie politique qui doit faire passer l'intérêt national et l'intérêt des salariés avant l'intérêt de boutique, eh bien, c'est d'être en conformité. J'ai parlé des retraites, j'ai parlé des salaires, avec votre programme d'origine, le NFP en l'occurrence, et trouver, comme nous le faisons, je suis ici à Bruxelles où je vous parle, des majorités de circonstances sur des textes dans l'intérêt du pays. Je crois que c'est cela qu'il faut faire. Mais vous savez, les faits sont têtus, et le problème, c'est que, ce n'est pas un problème d'ailleurs, mais dans notre Constitution, c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre. Il serait bien inspiré de recevoir Mme Castet et les chefs de parti qui composent la NFP, tout d'ailleurs comme les autres présidents de groupes parlementaires, parce qu'il ne va pas pouvoir nous faire le coup de force très longtemps, d'avoir un gouvernement qui expédie les affaires courantes et qui en même temps est composé de ministres qui votent à l'Assemblée nationale. C'est un coup de canif à la séparation des pouvoir qui est dans notre socle constitutionnel, qui ne pourra pas durer bien au-delà des Jeux Olympiques. On verra ce qui se passera effectivement après les Jeux Olympiques. Malval, vous, qu'est-ce que vous avez retenu de cette première interview de Lucie Castet ce matin sur France Inter? Écoutez, c'est effectivement quelqu'un qui semble très déterminé à ne pas tomber peut-être dans les écueils, en tout cas de ce qui avait été présenté par les noms qui étaient sortis précédemment, celui en tout cas de, par exemple, Laurence Toubiana, notamment quand elle dit qu'il faudra travailler à l'Assemblée pour convaincre texte par texte, chercher des accords. Effectivement, c'est quelque chose qui est peut-être plus consensuel que ce qui avait pu être dit avant sur le côté LFI, le programme, rien que le programme, tout le programme, et en même temps elle le dit sans tomber évidemment dans l'écueil qui est celui de parler de coalition ou même d'aller chercher une majorité élargie. Elle dit pour elle le programme c'est une base. C'est une base et c'est la base de travail effectivement qui sera présentée à l'Assemblée texte par texte. Jonathan Boucher-Petersen, vous? Ouais, moi je trouve qu'on s'attarde beaucoup sur le fait que, comme c'était une surprise, qu'elle dise pas de coalition avec les macronistes. Moi j'ai l'impression que quand Laurent Wauquiez de l'autre côté dit on met quelques textes sur la table, c'est à prendre ou à laisser, il n'y aura pas de coalition, on est à peu près dans la même équation. Donc ce qu'il y a de commun, c'est que pas grand monde veut s'allier avec ceux qui s'affirment comme le bloc central,
Parce qu'ils ne sont pas au clair aussi sur exactement quelle est leur orientation. Est-ce que c'est plutôt retour au centre-gauche ou est-ce que c'est à droite toute, Gabriel Attal ou Gérald Darmanin pour dire les choses grossièrement. Et je trouve que Lucie Castet, l'avantage, comme disait Antoine, c'est que ça vient enlever un argument un peu fallacieux de dire moi je voudrais bien pouvoir vous nommer mais vous n'avez personne, donc commencez par vous entendre. Ça tombe comme argument et on sent qu'en fait l'argument d'Emmanuel Macron, et c'était je trouve très symptomatique dans sa façon de dire les choses hier soir, c'est que les choses continuent à peu près comme avant, si possible, avec Yael Braun-Pivet à la tête de l'Assemblée, avec un gouvernement de centre-droit de plus en plus en pas de deux avec la droite. Et voilà, et ça ira très bien comme ça, parce que ça s'appelle le camp de la raison, parce que tout le reste est un peu irresponsable, parce que les seuls légitimes, en fait, dans son esprit, à poursuivre l'action, et on voit les satisfecits qui s'est envoyé hier soir, en fait, c'est les macronistes. Il est même en train de fixer une feuille de route à ce potentiel nouveau gouvernement. Donc pas d'augmentation d'impôts, on ne revient pas sur la réforme des retraites. Enfin, il y a un confusionnisme des rôles, c'est-à-dire que le président ne gouverne pas. Le président n'est ni le chef du gouvernement, ni le chef du Parlement. Oui, mais il va falloir qu'il trouve un nom. Il faut quand même. Oui, mais c'est pas à lui de fixer les orientations. Il y a eu des élections très claires qui ont montré que le macronisme, au premier tour, ça fait 20%. Après, il y a des logiques qui ont fait que le Front républicain leur permet d'avoir plus de députés que prévu. Mais la majorité sortante au premier tour, c'est 20%. Si la conséquence de ces élections, c'est simplement d'avoir le centre-droit toujours au pouvoir, j'ai peur que le compte n'y soit pas. Oui. Et surtout, le président de la République aurait dû être instruit des erreurs d'analyse qu'il a commises sur ce bloc de gauche par le passé. Il avait misé depuis le départ, les stratèges de l'Élysée avaient misé depuis le départ sur le fait que les deux gauches irréconciliables allaient renaître à l'issue des élections européennes. Qu'au vu des noms d'oiseaux que s'étaient échangés la France Insoumise et le PS, jamais ils n'arriveraient à faire une coalition. Bon, mais ils y sont arrivés. Au forceps, ils sont même arrivés à s'entendre sur le nom assez effectivement surprenant, ou en tout cas auquel personne ne pouvait s'attendre, de Lucie Castet. Or, que nous disent aujourd'hui les stratèges de l'Élysée? Qu'ils pensent encore pouvoir décrocher la moitié du groupe socialiste, aspirer à eux, la moitié du groupe socialiste, pour élargir effectivement ça va être difficile, vu ce qu'elle a dit tout à l'heure, ça va être quand même... Voilà, ça va être très difficile. Là, vous savez, surtout que c'est pour voter avec Laurent Wauquiez. Enfin, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui ne marche pas, au-delà des souhaits présidentiels, des constructions un peu hypothétiques. Évidemment. Si on part du principe que le bloc qui irait des socialistes au LR n'existe pas, peut-être que ça crédibilise aussi ceux qui sont pour le coup déjà des réalités. Allez, on va écouter la réaction d'Yves Coquerel. Il était ce matin sur LCI, député LFI, président de la commission des finances, qui ne se disait pas pressé d'ailleurs ces derniers jours de trouver un nom. Il évoquait même la rentrée, souvenez-vous, on va l'écouter ce matin sur notre antenne. On a été convaincus et de manière positive que c'était la bonne candidate. Nous avions effectivement les uns les autres certaines conditions et finalement le nom de Lucie Castet, je termine là-dessus, ce n'est pas un nom par défaut parce que les 4 formations ont exprimé un avis favorable. Elles n'ont pas juste dit... C'est assez rare pour le souligner. Mais un avis favorable parce que quelque part elle est la personne, j'allais dire, peut-être pas idéale, il y aurait pu y avoir d'autres responsables politiques, mais en tout cas la personne qui faisait consensus, qui nous assurait qu'elle allait appliquer notre programme de rupture, c'était ça pour nous le critère essentiel. Alors, pas la candidate idéale, qu'est-ce qu'il veut dire par là il veut dire tout simplement qu'en fait, les négociations, il faut vraiment que nos téléspectateurs se figurent que c'est une dramaturgie propre. C'est un psychodrame. On frôle le point de rupture. On va jusqu'au maximum de l'attention des acteurs pour finalement que la poussière retombe et qu'on s'entende sur un nom. Si bien qu'en réalité, le dernier nom qui sort du chapeau est celui qui a le plus de chances d'être retenu juste avant le couperet final. Ouais. Ça a été celui, en l'espèce, de Lucie Castet, proposé par les socialistes. Lucie Castet qui n'est pas tout à fait vierge de toute expérience politique, parce qu'elle a certes ce profil technique, énarque, qui a fait ses classes bien sûr au Trésor, également dans la lutte contre la criminalité financière à Bercy, mais elle a également eu un passé avec le Parti Socialiste, candidate aux élections régionales en Normandie pour le Parti Socialiste en 2015. Donc, elle avait déchiré sa carte du Parti Socialiste. Elle a déchiré sa carte du Parti Socialiste. Aujourd'hui, elle ne veut plus en entendre parler. Donc, elle, effectivement, son profil dit société civile, une expression qui est assez galvaudée, il faut le dire, n'humilie aucune des formations politiques en présence et surtout pas la France Insoumise. Mais moi, je prends le pari que son nom aurait été soumis par Olivier Faure, puisque c'est Olivier Faure qui en a fait la proposition un peu auparavant. Il n'est pas certain qu'il n'aurait pas été écarté par la France Insoumise. Là, il fallait un nom, il fallait s'entendre, il fallait enfin que la gauche puisse cesser de désespérer ses électeurs au tournant de l'été. Alors justement, on sait comment ça s'est passé exactement, parce qu'au départ, les socialistes avaient proposé un vote. Hier, finalement, il n'y a pas eu de vote, c'est donc un consensus.
Le vote, ça a été refusé par la France Insoumise. Donc ça, cette option sur la méthode, elle a été écartée déjà avant le week-end par la France Insoumise. Alors lundi, semble-t-il, Olivier Faure a mis ce nom sur la table, a contacté Lucie Castet pour s'entretenir avec elle et a contacté les partis partenaires. Du côté de la France Insoumise, il y a essentiellement Manon Aubry qui connaissait déjà Lucie Castet pour avoir participé à des colloques, à un certain nombre d'événements avec elle, et donc qui la connaissait un peu, mais il y a eu des échanges téléphoniques après, entre lundi et mardi, entre des responsables de la France Insoumise et Lucie Castet, et finalement tout le monde s'est retrouvé vers 17h hier pour une visioconférence pour valider cette décision, cette nomination de Lucie Castet, avec un deadline, un ultimatum même, 19h. Alors en fait, bon, c'est l'aboutissement des négociations. Moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est une prise de position politique des partis de gauche pour, en quelque sorte, parasiter l'intervention d'Emmanuel Macron, parce que ils ont accéléré cette décision à partir du moment où on a su qu'Emmanuel Macron serait sur un plateau de télévision mardi soir pour délivrer un message politique. Et là, le front de gauche s'est dit, bon, attention, c'est Emmanuel Macron qui aura le dernier mot avant la parenthèse des Jeux Olympiques. Nous, on est en train de sombrer dans le ridicule avec l'incapacité à se déterminer et à trouver un nom. Et donc, c'était quand même parce que Emmanuel Macron allait intervenir et allait prendre position officiellement que le Front populaire a finalement trouvé un nom. C'est un peu forcé. C'est normal qu'il y ait des déclencheurs dans des temporalités politiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont face à un président qui veut les enjamber, le fait que le président prenne la parole, de dire on ne va pas lui donner l'argument sempiternel, de dire mais regardez, vous avez personne, moi j'aimerais bien être un peu plus carré, mais il n'y a personne, donc on passe à la suite. Donc on peut dire qu'Emmanuel Macron a aidé. Mais il a aidé quand il a dessiné la dissolution, et il a donné naissance aussi au nouveau Front populaire d'une certaine manière. Après, il faut juste se rendre compte du résultat des urnes. C'est pas tout d'être un accélérateur d'unité. Et bien justement, replongeons-nous hier dans cette interview. Lorsqu'on a posé la question à Emmanuel Macron, est-ce que vous allez nommer Lucie Castet à Matignon? Écoutez-le. Ce soir, le nouveau Front populaire que vous évoquiez, qui a donc un programme, qui a donc une candidate depuis ce soir qui s'appelle Lucie Castet. Est-ce que vous allez l'appeler demain pour lui dire venez me voir, on va voir si vous pouvez composer un gouvernement? Le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas. Non, le sujet n'est pas un nom donné par une formation politique. L'exemple que nous venons d'avoir avec M. Chassaigne, d'ailleurs, dit tout cela. C'est un candidat tout à fait estimable, expérimenté, et il n'a pas eu la majorité, il n'a pas été élu au perchoir, à la présidence de l'Assemblée nationale. Et donc, la question n'est pas un nom, la question c'est quelle majorité peut se dégager à l'Assemblée pour que un gouvernement de la France puisse passer des réformes, passer un budget et faire avancer le pays. Alors justement, voilà l'argumentaire d'Emmanuel Macron. Pourquoi nommer quelqu'un à Matignon qui n'a pas la majorité? D'ailleurs, personne ne peut appliquer son programme, dit Emmanuel Macron. Il a raison quelque part. En citant M. Chassaigne, en creux, il cite Mme Braun-Pivet, qui a été élue dans une alliance entre Renaissance et la droite. On a bien compris qu'à la minute où on parle, il a la tentation d'avoir un gouvernement, je pourrais le dire d'une formule qui a beaucoup circulé. Pour que tout change, il faut que rien ne change. Il a la tentation de faire un gouvernement macroniste. Et je veux dire que la proposition politique de Mme Castet, quelque part, ferme cette porte-là. Vouloir faire un gouvernement sur la base de deux forces très minoritaires au Parlement apparaîtra clairement comme un coup de force. Première remarque. Deuxième remarque, puisque j'entendais que vous parliez des négociations, je pense qu'il y a un petit bouger au sein de LFI entre les déclarations de M. Mélenchon dans la presse italienne qui, en gros, explique qu'il faut enjamber cette séquence pour revenir rapidement aux urnes avec un président de la République qui démissionnerait. D'ailleurs, le président a fermé la porte. Le petit bouger, c'est qu'on sent bien qu'il y a une partie, en tout cas des LFI, ou une partie des deux cerveaux des dirigeants de LFI qui se dit quand même pourquoi pas un gouvernement. Voilà le petit bouger, d'ailleurs qu'on ressent dans l'interview de Mme Castet ce matin. C'est-à-dire qu'elle dit tout le programme, rien que le programme, mais en même temps, on voit bien qu'il y a une ouverture qui est faite. Et c'est l'immense mérite de ce petit décalage qui est intervenu, mais qui peut avoir de grandes conséquences. Entre-temps, on commente un peu le sexe des anges. Non, franchement, il faut bien dire les choses. Il y a une brutalisation des institutions par la prolongation déraisonnable de ce gouvernement démissionnaire.
Il y a une brutalisation des institutions parce que ça n'est pas le président de la République qui gouverne. Vous l'avez dit sur votre plateau, c'est maintenant au Parlement que la main s'opère. Et donc, il doit recevoir à minima les présidents des groupes parlementaires et des chefs de parti qui le composent. Et sur cette base-là, il doit nommer un président de la République dont nous disons que la majorité relative voudrait qu'il y ait un droit de tirage prioritaire sur le nouveau Front populaire qui a proposé une incarnation. Mais vous parlez d'une petite ouverture. Les arguments dilatoires qu'il a multipliés hier ne tiennent pas et finissent par être un détournement grave de nos institutions, une forme de coup d'État permanent. Mais comment, si elle est donnée à Matignon, comment faire passer des textes, comment trouver une majorité? Là, pour le moment, il y a moins de 200 députés dans le bloc du nouveau Front populaire. Comment élargir? Elle est où cette ouverture? Alors moi, j'ai toujours dit, déjà dans la composition du gouvernement, il va falloir aussi qu'on fasse preuve d'imagination. On a vu que par la société civile, on pouvait élargir. Pourquoi pas d'anciens leaders syndicaux? Pourquoi pas finalement comme on a su le faire dans le passé, des professionnels? Mais surtout, moi j'ai toujours dit que le programme du nouveau Front populaire ne pouvait pas être tout le programme avec le programme. Là-dessus, on a une différence forte avec Jean-Luc Mélenchon. Et vous n'êtes pas majoritaire à le penser dans le parti. Oui, et donc, comment on fait dans les coalitions? Moi, je suis à Bruxelles et à Strasbourg, et il y a à peu près 20 démocraties sur 27 qui le font en Europe. On écrit une feuille de route, non pas tout le programme, mais les 10 points essentiels. J'en ai cité 2 tout à l'heure, on pourra rajouter la transition écologique. Et on va chercher, pour ceux qui ne participent pas au gouvernement, tout le monde n'a pas à y participer, mais vous voyez, la charge de la preuve a totalement changé. On va chercher des majorités politiques dans le Parlement, parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude en France, avec ce présidentialisme exacerbé finalement d'institutions hybrides. Eh bien, ceux qui gouvernent, ce sont les majorités de bonnes circonstances au Parlement. Et c'est comme ça que la gauche peut gouverner. Évidemment, elle doit lâcher le Graal du chimiquement pur, d'un barycentre, comme on dit de nos jours, qui serait situé à la gauche de la gauche. Peut-être que le barycentre de la gauche, c'est plus la gauche de la gauche que le Parti socialiste, mais le barycentre de l'Assemblée, c'est certainement pas la gauche de la gauche. Allez, donc il faut pouvoir le comprendre. Je crois que Mme Castel a compris. François Calfon, on peut vous interrompre un instant? Faire avancer la France. François Calfon, vous parlez effectivement de possibilités peut-être d'élargir vers le centre ou le centre-gauche. Il y a une personnalité que vous ne citez absolument pas, qui est très discrète ces derniers jours d'ailleurs, mais qui vient de faire son entrée à l'Assemblée nationale. Est-ce que cette personnalité, je veux parler bien sûr de François Hollande, votre ancien président de la République, ancien patron de votre parti, est-ce que François Hollande pourrait jouer un rôle dans cet élargissement, pourrait jouer un rôle dans un futur gouvernement? Est-ce que lui qui a l'expérience politique nécessaire, visiblement, pour l'instant, ça doit être en coulisses alors, parce qu'on n'a pas du tout de retour. Il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses en ce moment. Alors racontez-nous le rôle de François Hollande. Très sérieusement, le Parti socialiste a tenu à ce qu'il y ait un vote, a proposé Madame Tubiana, a souhaité finalement ne pas avoir un profil trop LFI. Je crois que la parole, je suis même sûr, même si je suis membre de la délégation socialiste au Parlement européen, nous avons beaucoup de relais au groupe socialiste à l'Assemblée. Je crois que la parole de François Hollande au sein du groupe socialiste est très entendue, que M. Vallaud, par exemple, qui est appelé à jouer des rôles importants, finalement relaie cette parole qui est une parole plus équilibrée à mon sens. Vous savez que moi je suis dans la branche social-démocrate du Parti socialiste, que ne fut celle du Parti socialiste au moment de la NUPES. On a repris du muscle, les élections européennes l'ont permis, les élections législatives l'ont permis. Il fallait que cette parole social-démocrate s'incarne. Elle s'incarne fortement la personne de M. Hollande, mais de beaucoup d'autres. Et d'une certaine manière, le fait qu'à un moment donné, les insoumis soient eux-mêmes dans le fait d'atterrir sur un profil qui contente davantage les uns et les autres, et qui, comme vous l'avez rappelé, a été adhérente au Parti socialiste, qui est une haute fonctionnaire de la ville de Paris, eh bien c'est aussi lié au fait que M. Glucksmann, M. Hollande aient pris un poids politique au sein de la gauche qui ne peut pas être négligé, qui n'est pas négligé d'ailleurs. Mais merci beaucoup. Work in progress, ça va encore progresser. Merci beaucoup François Calfon d'être intervenu dans ce 12-15 et devant ce refus de nommer Lucie Castet. Eh bien la gauche est vent debout. Elle parle de déni de démocratie. La gauche qui a des mots très durs ce matin. Je vous propose d'écouter Olivier Faure pour le Parti socialiste, Emmanuel Bompard, député LFI, qui se dit estomaqué. Ce que je vois, c'est qu'on a un président de la République qui vit dans un monde parallèle.
le réel lui a échappé. Il ne s'est pas rendu compte qu'après 3 échéances, dont 2 qu'il avait lui-même provoquées, il est un président archi-minoritaire, un président qui est en réalité aujourd'hui disqualifié par les Français eux-mêmes et qu'il n'a plus la possibilité de faire comme s'il était Jupiter. J'ai été estomaqué, sidéré, révolté par le mépris, l'arrogance et la violence de son intervention. Le président de la République fait en quelque sorte comme s'il n'y avait pas eu d'élections législatives, comme si le nouveau Front populaire n'était pas arrivé en tête de ces élections législatives. Et j'ai un peu l'impression d'avoir affaire à une sorte de forcené qui est retranché à l'Élysée, qui s'accroche à son pouvoir et qui refuse d'accepter l'idée que les Français ont dit que sa politique c'était fini, tout simplement. Ouais, alors forcené, retranché à l'Élysée, il y va un peu fort là, Manuel Bompard. Oh oui, il n'y a pas si longtemps que ça, on se souvient que Adrien Quatennens appelait à marcher sur Matignon. Donc, si vous voulez, la gauche, à travers la parole de ses responsables, est dans son rôle de protestation vis-à-vis du président de la République, en amplifiant la pression, maintenant qu'ils se sont entendus sur un nom unique pour Matignon. Elle est tout à fait dans son rôle. Maintenant, reste à savoir jusqu'où va aller cette protestation, parce que nul ne voudra donner le sentiment aux Français de troubler une période de concorde nationale et de fête populaire qui est la période des Jeux Olympiques. Donc il y aura peut-être certaines mobilisations pour faire pression sur le président de la République, à l'appel des organisations politiques d'une part, mais aussi de tout l'univers associatif, peut-être même syndical. Mais je crois que plus fondamentalement, au-delà des éléments de langage des divers partis en présence, la toile de fond qui devrait nous préoccuper et qui devrait préoccuper Emmanuel Macron plutôt que de se camper systématiquement en maître des horloges, c'est que il y a un compte à rebours qui est enclenché, qui nous mène vraisemblablement jusqu'à peut-être la prochaine dissolution, dans 1 an. Et si on ne veut pas une nouvelle fois jouer à se faire peur, craindre le raz-de-marée du Rassemblement national, il y a des actions à mener. Or, aujourd'hui, on a quoi ? On a 18 millions de Français, 18 millions d'électeurs qui sont allés aux urnes, si on met bout à bout les électeurs du Rassemblement national et du Nouveau Front populaire, qui se sentent lésés, qui se sentent, oui, exactement, violés dans leur vote et qui ont le sentiment d'une démocratie confisquée. Ça, sur le long terme, c'est un poison qui va distiller lentement ses effets dans la société française. Et je ne suis pas sûr que le résultat sera à l'avantage du président de la République. Aurore, il y a un agenda qui est assez serré. Si on regarde un peu ce qui va se passer effectivement dans les prochaines semaines, on voit qu'il y a effectivement la fin des JO, puis il y a les Paralympiques qui vont aussi démarrer. C'est la date du 28 août. Il y a aussi le 20 septembre, la France qui doit envoyer à Bruxelles un programme de redressement budgétaire. Le 1er octobre, un projet de loi de finances qui doit être déposé. On va les marges de manœuvre, elles sont extrêmement serrées. C'est quoi ? Ça va être dans les prochaines semaines, des discussions dans les coulisses là maintenant, jusqu'au 15 août, jusqu'au 28 août, comment ça va se passer ? Effectivement, la date du 15 août a été avancée pour une éventuelle nomination d'un Premier ministre. Je pense que ce qu'il faut qu'on comprenne bien, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un renversement quand même du blocage. Aujourd'hui, le blocage, il est quand même le fait du président de la République. On a effectivement Emmanuel Macron qui persiste à appeler à une coalition alors qu'il sait qu'elle est quasi impossible aujourd'hui. On a 3 blocs distincts. D'ailleurs, chacun de ces blocs, même à l'intérieur, la droite a fait très clairement comprendre qu'il ne souhaitait pas d'une coalition. C'est la même chose à gauche. Et même, j'irais même plus loin, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a rendu, par sa personnalité aussi et sa façon d'envisager la politique, l'idée même de la coalition très, très précaire. Il a eu ce côté de cette logique de débauchage dans les différents camps et même de centralisation de ces décisions qui rend cette idée de la coalition impossible. Et aujourd'hui, face à cet hémicycle qui est hyper archipélisé, il dit il faut une coalition qui découlerait du Front républicain. Ça a très très peu de chance. Je ne vois pas comment les forces politiques pourraient se mettre d'accord sur cette possibilité qui de toute façon a été refusée très clairement par tous les partis. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il ait montré l'exemple quand il en a profité par 2 fois du vote de barrage pour en tenir compte. Donc c'est vrai que c'est compliqué de faire le donneur de leçons quand on n'a pas été spécialement exemplaire. Moi je pense que la parole elle est très démonétisée. C'est tout à fait normal qu'on débriefe ce qu'il a pu dire hier. Mais fondamentalement, enfin,
pense que si on part du principe que c'est plus vraiment le sujet, et franchement, même quand on écoute, il n'y a pas besoin d'aller en off très profond, nombre de responsables de sa majorité, voire des gens qui sont censés être les représentants du macronisme à l'Assemblée, honnêtement, ils ont plutôt envie de faire leur vie. Gérald Darmanin l'a dit, Gabriel Attal l'a dit, Édouard Philippe l'a dit. Donc il y a quelque chose... Gabriel Attal qui mène des consultations, qui va rencontrer toute une série de personnes pour justement trouver ce front républicain. Moi, je trouve qu'il y a des indices qui ne trompent pas. En fait, si aussi spontanément on a suivi ce feuilleton, quitte à trouver qu'il soit trop long, qu'il soit interminable, agaçant, déprimant pour les électeurs de gauche, mais du nouveau Front populaire, si tous les regards se sont tournés vers ce bloc-là, pas une construction médiatique, c'est parce que tout le monde sent bien qu'il y a quelque chose de naturel dans un scrutin à dire, bon, pas de majorité absolue, ok, qui est arrivé en tête, ok, dans ces cas-là, tenter. Quitte à ce qu'on lève cette hypothèque, qu'on passe potentiellement à autre chose. Mais le côté maître des horloges, Jupiter claque-muré à l'Élysée, il y a quelque chose de décalé, de roublard, en fait, dans la façon dont ça apparaît aux Français, alors qu'il y a peut-être un parlementarisme un peu plus simple, un peu plus sain à prendre. Ça ne veut pas dire que la première équation de gouvernement est la bonne. Peut-être que le nouveau Front populaire se prend le mur d'une motion de censure très vite. Ça vient solder cette hypothèque. Ça veut dire que c'est autrement qu'on trouve des majorités. Dans ces cas-là, qui au nouveau Front populaire a envie de faire autre chose, qui continue. Il y a un truc, il faut créer du mouvement et pas cette espèce de prétexte des JO. Parce que quand il dissout, il sait que ça. En même temps, c'est pas un prétexte. Là, c'est vrai que le monde entier a les yeux rivés sur la France. Et c'est normal finalement qu'il se passe rien pendant cette période. Non, c'est pas normal qu'il se passe rien. C'est-à-dire que un président minoritaire qui dit on arrête tout pour la politique parce que j'ai des jeux à gérer. Honnêtement, on regarderait ça dans d'autres pays, on se dirait que ce serait grossier. Évidemment que tout le monde a envie de s'emballer pour les Jeux, qu'on ait le maximum de médailles, qu'on soit un peu chauvin, patriotique, tout ce qu'on veut, mais ça ne veut pas dire que ça efface une situation dont il est au premier chef responsable. C'est pas vrai qu'on bascule dans le monde bisounours des Jeux Olympiques et que l'instabilité politique s'efface. Oui, alors, en tout cas, et si la rue s'en mêlait, ce matin, Lucie Castet souhaite continuer de mettre la pression sur le président en impliquant aussi la société civile. Manuel Bompard appelle lui à une mobilisation pour contraindre le président à prendre ses responsabilités. Écoutez-le ainsi qu'Yves Coquerel sur notre antenne. Une seule majorité sortie des urnes et M. Macron ne peut pas continuer comme ça à tergiverser. Aujourd'hui, le nouveau Front populaire fait une proposition qui est une proposition consensuelle. C'est celle de Lucie Castet, qui est une personne très engagée dans la défense de nos services publics, en particulier développement de notre service public de santé, d'éducation. C'est une personne qui est engagée dans la lutte contre la fraude fiscale, contre la criminalité financière, qui, je pense, incarne assez bien le programme du nouveau Front populaire. Et maintenant, il appartient, c'est la responsabilité du président de la République de l'appeler. Je vois bien qu'il ne veut pas le faire et j'appelle à ce qu'il y ait des mobilisations dans la société, que tout le monde s'empare de ce sujet pour contraindre le président de la République à faire ce qu'il devrait faire. Or, Malval, il pourrait y avoir des mobilisations, peut-être même là, pendant les Jeux Olympiques, ou qu'est-ce qui se prépare ? Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Emmanuel Bompard ? C'est possible que des mobilisations effectivement aient lieu parce que on l'a dit, je pense on l'a répété plusieurs fois, il y a des électeurs qui se sentent floués par ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, le contexte des JO est un contexte aussi qui peut socialement. On a vu, il y a un préavis de grève aussi de danseurs sur la cérémonie d'ouverture. Enfin, il y a aussi des choses socialement qui s'organisent. On a beaucoup parlé d'ailleurs de certains impacts au niveau environnemental des JO, au niveau social. Alors effectivement, il y a le côté très belle fête, mais il y a aussi des luttes sociales qui peuvent avoir lieu. Pendant ce temps, est-ce que c'est toujours assez compliqué quand même de mobiliser les gens entre le 14 juillet et le 15 août. C'est pas la meilleure période. Les syndicats le savent très bien et même les politiques aussi. Donc après, est-ce que ce sera tout de suite ou est-ce que ce sera plutôt justement au moment, aux abords de cette fameuse annonce qui aurait lieu aux alentours de la mi-août, à la fin des JO et avant les Paralympiques. En tout cas, c'est sûr que toute cette période olympique ne peut pas être gelée par le fait du prince, le président Macron. Jonathan Boucher-Peterstein, comment vous voyez, vous, les prochaines semaines, au vu de ces appels à mobilisation, aussi portés par Lucie Castet, qui compte aussi sur le soutien, finalement, de la société civile. Après, mobilisation ne veut pas dire blocage, forcément, ne veut pas dire gâcher la fête. Je pense que chacun est conscient qu'il y a une bataille de l'opinion aussi à tenir et que ce n'est pas en étant les empêcheurs de profiter des Jeux Olympiques que la gauche va trouver du crédit. En revanche, maintenir la pression, oui, ça veut dire ne pas se laisser ensevelir par
cette volonté d'avoir une seule actualité enthousiasmante, bienveillante, en plus avec des parallèles. Bon, François Hollande faisait pareil avant les compétitions sportives, mais de dire que l'esprit de concorde des Jeux Olympiques doit transpirer sur le pays, que la flamme devra continuer à brûler après la fin des Jeux. Enfin voilà. Bon, je pense que chacun est capable de faire la part des choses entre un moment rare de fête collective, de fête où la France est regardée, il n'y a aucun problème à avoir envie que ça se passe le mieux possible. Mais je pense que c'est aussi la grossièreté présidentielle de vouloir noyer le poisson qui crée de la tension. Donc ça peut être des mobilisations festives en parallèle des Jeux pour que ce soit des... je n'ai pas d'idée particulière s'il faut revenir aux casseroles ou pas aux casseroles, mais en tout cas quelque chose qui peut s'inscrire dans une dynamique un peu festive. Et ça ne veut pas dire, je suis assez d'accord que le rendez-vous de la mi-août, là il y a des chances que ce soit quand même un peu plus traditionnel au moment des retours en vacances. Mais on est quand même dans un moment un peu irresponsable, où le budget, qui est quand même pas rien, ne peut pas se préparer, où le gouvernement ne peut rien signer d'à peu près significatif qui engage la France, et tout le monde trouve ça normal. Donc moi je pense qu'il y a une bataille du récit, ce que nous vivons n'est pas normal. Alors il y a la question des retraites aussi qui a été abordée hier, et elle a été aussi abordée ce matin, alors que Mathilde Panot annonce le dépôt d'une proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites. Qu'en dit-elle, Lucie Castet, ce matin? On l'écoute. Sur la méthode, on est encore en train de travailler dessus, précisément sur l'abrogation de la réforme des retraites. La priorité, c'est d'abord d'abroger le texte, et ensuite il faudra donner la main aux partenaires sociaux. Et j'insiste vraiment là-dessus, c'est la façon dont on conçoit l'exercice du pouvoir. Et il faudra donner la main aux partenaires sociaux, notamment pour une conférence de financement, pour savoir comment on financera l'abrogation de la retraite à 64 ans. Et puis, il faudra remettre certains sujets sur la table, notamment le sujet de la pénibilité du travail, des petites retraites, etc. Et ça doit passer par des discussions, encore une fois, avec les forces vives et les partenaires sociaux. Et donc, il faudra se donner le temps de construire cette réforme des retraites une fois l'abrogation actée. Voilà, hier le président a écarté toute idée de revenir en arrière. Voilà ce qu'il a dit, Emmanuel Macron. La priorité n'est pas en effet de revenir en arrière, Frédéric. Effectivement, on ne s'attendait pas à ce qu'ils disent autre chose. Et là, le ton est donné aussi par Lucie Castet ce matin. Alors là, moi il me semble que c'est quand même plutôt de la communication et du rapport de force que veut instaurer le Front populaire avec la mise en avant de la réforme des retraites, de l'abrogation de la réforme des retraites, qui est une sorte d'étendard qui cimente les partis de gauche pour leurs revendications à obtenir Matignon. Ils savent pertinemment d'ailleurs que en donnant comme priorité l'abrogation de la réforme des retraites, ils vont crisper tout le camp, le bloc central macroniste de l'Assemblée, la droite, et éventuellement, par contre, avoir le soutien, et ça a été dit d'ailleurs hier, le soutien du Rassemblement national si une proposition de loi de la France insoumise était présentée à l'Assemblée sur ce registre. Donc, une majorité potentielle à l'Assemblée, mais pas avec les voix du bloc central, avec les voix du Rassemblement national. Bon, c'est un rapport de force que veut instaurer le Front populaire sur ce sujet-là. Moi, je rappelle simplement les chiffres, parce que là, on parle il faut qu'Emmanuel Macron nomme un Premier ministre de gauche à Matignon parce que c'est le résultat des élections. Si on regarde quand même ce qui se passe à l'Assemblée, on l'a vu la semaine dernière, le bloc de gauche a obtenu autour de 200-210 voix pour faire élire André Chassaigne. Le bloc macroniste, avec l'apport de la droite, est à peu près au même niveau. À peu près au même niveau. Donc on ne peut pas dire que mathématiquement, il faut absolument qu'Emmanuel Macron nomme un Premier ministre de gauche. Il n'y a pas de logique. Il y a une coalition qui existe entre la droite et les macronistes. Moi, j'étais pas au courant. Il y a eu une coalition, oui, la semaine dernière. Non, il y a eu un vote commun sur un vote. Allez, on n'a pas le temps de repartir sur ce débat, mais on y reviendra tout à l'heure. Il y avait un NFP du centre et de la droite.